Mon oncle conseilla à Swann de rester un peu sans voir Odette, qui ne l'en aimerait que plus, et à Odette de laisser Swann la retrouver partout où cela lui plairait. Quelque chose après, Odette disait à Swann qu'elle venait d'avoir une déception en voyant que mon oncle était pareil à tous les hommes. Il venait d'essayer de la prendre de force. Alors nous sommes en compagnie de Jean Depange. Bonsoir Jean. Bonsoir. Ici à l'espace Bernard-Marie Coltès, à l'université de Metz, dans le cadre d'une soirée événement, j'ai envie de dire. Oui. Une lecture de Proust, ça c'est pas commun, 8 heures de Proust à peu près. C'est ça. Lu par des professionnels du théâtre et aussi des amateurs, des comédiens. Même non, des professionnels non, à part par moi et puis Yves Touvenel qui a fait m'a fait le plaisir et la gentillesse de participer aussi à cet événement, puisqu'il est l'autre comédien professionnel de la bande, mais les 26 autres sont des comédiens, soit des comédiens amateurs, certains assez aguerris, mais la plupart sont des novices, pour qui c'est une première fois, c'est une toute première expérience de lecture à voix haute et de participation à un projet sur un plateau. Sur les 26 restants, 15 sont donc des gens qui ont répondu à l'appel en fait que j'avais fait à travers la plaquette de saison de l'espace Bernard-Marie Coltès, où j'invitais ceux qui le désirent à lire avec moi l'intégralité de Un amour de Swann, soir événement, comme tu viens de le dire. Et puis les autres, alors je suis un peu fatigué, donc les 10 autres sont mes élèves, parce que je suis ici aussi professionnel associé à l'Université de Lorraine, donc j'ai des étudiants en art du spectacle. Alors eux, je leur ai pas laissé le choix. Ils sont avec nous pour cette soirée. Alors, soirée événement, mais véritable performance également. On en parlera tout à l'heure. Juste le temps d'une toute petite parenthèse, puisque tu m'apprends qu'Yves Touvenel est là ce soir. Oui. Et j'aimerais vraiment saluer ce monsieur. Je dis monsieur. Je pense qu'il est à l'origine de mon amour du théâtre avec Jacqueline Martin. Je l'ai accompagné, on ne s'est pas revu depuis... Je ne dirais pas combien parce que ça va me donner un coup de vieux, mais quand j'avais 15 ou 16 ans, je les ai accompagnés tous les deux sur la tournée de la Maison du Peuple de Louis Guillou. Et je pense que mon amour du théâtre est né de là. S'il y avait quelqu'un par qui Swann s'était toujours senti compris et délicatement aimé, c'était par M. Dorsan. Oui, mais cette vie peu honorable qu'il menait. Swann regrettait de n'en avoir pas tenu compte, d'avoir souvent avoué, en plaisantant, qu'il n'avait jamais éprouvé si vivement des sentiments de sympathie et d'estime que dans la société d'une canaille. Ce n'est pas pour rien, se disait-il maintenant, que depuis que les hommes jugent leur prochain, c'est sur les actes. Il n'y a que cela qui signifie quelque chose, et nullement ce que nous disons, ce que nous pensons. Charlus et Delhomme peuvent avoir tel ou tel défaut. Ce sont d'honnêtes gens. Or, ça n'en a peut-être pas, mais ce n'est pas un honnête homme. Il a pu mal agir une fois de plus. Puis Swann soupçonne Rémy, qui, il est vrai, n'aurait pu qu'inspirer la lettre, mais cette piste lui parut un instant la bonne. D'abord, leur aidant avait des raisons d'en vouloir à Odette. On va revenir donc à cette lecture, ce petit moment de nostalgie passée. Pourquoi ce choix donc de Un amour de Swann dans toute l'œuvre aussi conséquente que celle de Proust, et pourquoi précisément ce passage-là finalement de la recherche? Malheureusement, je suis pas sûr de t'apporter une réponse qui soit tout à fait convaincante et intéressante. C'est un petit peu par hasard. C'est-à-dire que je suis j'avais comme beaucoup tenté la lecture de la recherche à 20 ans, et ça m'était un peu tombé des mains, et de manière tout à fait anecdotique, l'année dernière, j'étais comédien sur une pièce de Tchekhov qui s'appelle Les Trois Sœurs, et le metteur en scène nous a fait quelques petits cadeaux de dernière, et à moi il m'a offert une nouvelle de Proust qui s'appelle La Jalousie. Je l'ai lu avec un immense bonheur, j'ai avalé ça, et j'ai eu une petite idée à ce moment-là de peut-être en faire une transcription scénique, et puis j'ai vu que ça avait été fait, j'ai laissé tomber, mais enfin, l'intérêt, la curiosité pour Proust, elle, s'est manifestée, donc j'ai attaqué un petit peu la recherche, et en attaquant la recherche, en lisant, il y a un petit cervelet qui se mettait un peu en branle,
échafaudé ce projet un peu dingue ben voilà, d'avoir, comme tu l'as très bien dit, imaginer une performance, un événement, c'est-à-dire quelque chose qui soit en dehors des logiques de production. Moi, je suis metteur en scène, j'ai une compagnie, donc j'ai des projets de théâtre, de production, on en parlera peut-être. Cette année, par exemple, je vais monter Tartuffe avec des comédiens professionnels. Mais comme je suis artiste associé ici, je souhaitais aussi proposer un événement qui soit différent, qui soit complémentaire, qui ne soit pas dans une logique de production. Et bon, moi je réfléchis, dans mon travail, je réfléchis toujours un peu au rapport au public. Alors là, je dis tiens, il ne pourrait pas y avoir. Ce serait vraiment le paroxysme absolu, ce serait d'appeler le public à faire quelque chose avec moi. D'où l'idée de proposer à ceux qui le souhaitent de lire avec moi. Et puis, lire avec moi l'intégralité d'un roman, Proust, parce que j'étais dedans. Pourquoi Un amour de Swann? Je savais pas, j'ai pas lu toute la recherche, surtout à ce moment-là, j'avais à peine lu Combray, enfin j'attaquais le premier tome. En feuilletant, je me suis simplement rendu compte qu'Un amour de Swann était le seul qui est écrit quasiment entièrement à la troisième personne. Il me paraissait plus indiqué, à partir du moment où on faisait une lecture chorale à 20, 25, de lire un roman écrit à la troisième personne qu'à la première personne. Ceci dit, je ne suis pas sûr que c'eût été tellement moins bien de s'attaquer à un autre tome écrit à la première personne. Ça aurait pu être assez intéressant d'ailleurs. Voilà. Mais c'est pour ça que j'ai pris Un amour de Swann. C'est vrai que c'est Un amour de Swann à peut-être le volet le plus connu. Non, c'est pas pour ça. C'est pour cette simple raison que ça me paraissait plus indiqué de s'attaquer à un tome écrit à la troisième personne. À quelques pas, un grand gaillard enivré rêvé, immobile, sculptural, inutile, comme ce guerrier purement décoratif qu'on voit dans les tableaux les plus tumultueux de Mantegna, songé, appuyé sur son bouclier, tandis qu'on se précipite et qu'on s'égorge à côté de lui. Détaché du groupe de ses camarades qui s'empressaient autour de Swann, il semblait aussi résolu à se désintéresser de cette scène qu'il suivait vaguement de ses yeux glauques et cruels, que si c'eût été le massacre des innocents ou le martyre de Saint-Jacques. Il semblait précisément appartenir à cette race disparue, ou qui peut-être n'exista jamais que dans le retable de San Zeno et les fresques des Eremitani où Swann l'avait approchée et où elle rêve encore, issue de la fécondation d'une statue antique par quelques modèles padouans du maître. Proust, c'est une certaine musicalité, oui. C'est un certain rythme de l'écriture, il y a des phrases très très longues parfois, qui sont ensuite suivies par des petites phrases cinglantes et parfois très dures. Est-ce que, bon toi tu es professionnel, hein, tu l'as évoqué tout à l'heure, est-ce que pour des lecteurs amateurs, qui ne sont pas comédiens d'ailleurs non plus, je pense pour la plupart, est-ce qu'il n'y a pas une grosse difficulté à lire ce type de littérature à haute voix? Ah oui, ça a été très difficile. C'est un peu miraculeux ce qui se passe ce soir. Puis là tu fais ton interview, il est minuit et demi, on vient de passer la moitié. C'est drôle, avec chemin faisant comme ça, avec la fatigue, il y a presque... J'entends, là, je vais régulièrement sur le plateau pour lire mes parties. Et pour moi et pour les autres, c'est de plus en plus évident. Au début, j'ai quand même eu beaucoup de crainte, hein, de me dire, mais finalement, j'ai mis la barre trop haut, entre d'un côté l'appel à des gens qui n'ont aucune expérience, et de l'autre, de les faire lire un auteur qui, peut-être, est sans doute le plus éloigné de l'oralité, pour les raisons que tu viens d'évoquer, parce que ces phrases sont à rallonge, qui sont extrêmement difficiles à s'approprier, à dire. Après, comme le disait assez justement Yves, à un moment c'est un coup à prendre. On fait ses césures, on digère la pensée globale, les digressions, le chemin de la phrase, et finalement ces immenses phrases, elles sont peut-être pas différentes de notre manière de nous exprimer tous les jours. D'ailleurs, tel que je te parle là, mes phrases sont très très longues aussi. Simplement, ce qui est plus long chez Proust, c'est l'appropriation de la phrase elle-même. Ça peut paraître comme ça très éloigné de l'oralité, et dans le fond, ça n'est pas plus que certains auteurs, sans doute. Non, il y a une évidence. Et quand tu as l'idée de ce travail sur Proust,
sur une partie de son œuvre. Qu'est-ce qui, en toi, a justifié que ce soit imposé une lecture plutôt qu'une pièce de théâtre, par exemple? C'est une excellente question. Ce qui s'était imposé avant même Proust, c'était ce que je t'ai dit là, c'était l'idée vraiment d'une soirée événement qui ne soit pas une production, qui soit vraiment un one-shot. J'aime beaucoup l'idée j'aime beaucoup, alors ça me prend beaucoup d'énergie, mais j'aime beaucoup faire des projets éphémères. J'aime beaucoup imaginer des projets qui ne peuvent se jouer qu'une seule fois, se faire qu'une seule fois. Donc évidemment, et le fait d'appeler des volontaires dans un cadre non rémunéré, ça pouvait passer que par cette idée d'une lecture. Alors bien sûr, tout, on aurait pu se dire, j'aurais pu couper, mais non. Mais bon, tant qu'à le faire, faisons vraiment tout. Enfin, c'est pour ça que c'est dur Peter. Donc voilà pourquoi la lecture, parce que c'était un événement, mais je rebondis sur ce que tu dis, parce que depuis quelques semaines, je me suis attaqué à ça commence un petit peu à cogiter chez moi, de pourquoi pas, dans un avenir moyennement proche, d'en faire une adaptation et d'en faire une production, cette fois-ci professionnelle. Alors, un amour de Swann, je ne sais pas, hein. Peut-être un autre volet, ou peut-être un montage, je ne sais pas encore, mais j'y pense, ouais. Comme dirait Diane de Margerie, dont on parlera tout à l'heure, il y a tout dans Jean Sontaille, donc c'est peut-être l'œuvre à lire en priorité. Tu es metteur en scène, qu'est-ce qui pour toi différencie le travail différencie une pièce, une production d'une lecture? Est-ce que le travail est le même en tant que metteur en scène? Est-ce qu'il y a un travail justement de mise en scène sur cette lecture, ou qu'est-ce qui est comparable, qu'est-ce qui est différent? Ouais, alors là, cette lecture-là, encore une fois, elle n'est pas comparable avec les autres. Moi, elle m'a pris énormément de temps, parce qu'il a fallu quand même globaliser, distribuer, découper ces 8 heures de parole, et qu'en plus, j'ai aucune expérience, j'ai fait un peu tout à l'envers, j'ai perdu beaucoup de temps, hein, c'est vraiment la recherche du temps perdu, là du temps perdu. J'ai beaucoup changé mon fusil d'épaule, et j'ai découvert il y a 3 semaines vraiment comment il fallait faire, et donc j'ai fait revenir les gens, j'ai fait des répétitions de groupe, donc sur ce projet-là, ça m'a pris autant, j'ai l'impression que ça m'a pris autant de temps que sur une production, parce que trouver le bon découpage, la bonne manière de fonctionner à 28, bon, très concrètement au début j'imaginais, bon, à 28 on va diviser par 28, on va faire revenir les gens 3-4 fois, mais le roman est très 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 dialogué. Et je me suis aperçu que faire lire 5-6 pages d'affilée, narrateur et personnage à un seul lecteur, c'était un suicide. C'était plus facile à faire, mais c'était vraiment un suicide. Donc j'ai changé de fusil d'épaule, j'ai refractionné tout, en distribuant les personnages. Là, c'était assez long, mais je vois bien que c'est ce qui marche le mieux quand même. Donc, on a le narrateur, les personnages, et j'utilise le fait qu'on soit 28 justement pour toujours alterner et rendre la parole plus chorale. Alors j'évoquais à l'instant Diane de Margerie, que j'aime beaucoup, écrivain majeur, que j'aime beaucoup en tant qu'écrivain et sur le plan humain également. Diane de Margerie qui, en plus d'être écrivain, ça devrait te parler, est la petite nièce d'Edmond Rostand. Diane a écrit il y a 3 ans à peu près, je crois, un livre qui s'appelle Proust et l'Obscur, publié par Albin Michel. Et dans le cadre d'un sujet que j'ai réalisé avec elle, elle m'a dit une phrase qui, je trouve, est une vraie phrase de comédien. J'aimerais savoir ce que tu penses de ce qu'elle a dit. Et Proust, pour moi, c'est la consolation. C'est-à-dire que dans la vie, on a toujours des moments un petit peu secs, un peu... non pas déprimé, mais un peu où la page reste blanche, etc. Il me suffit de lire un peu de Proust pour être tout à fait de nouveau dans le rythme, la musique de la phrase, enfin c'est... Il me suffit de lire un peu de Proust pour être tout à fait de nouveau dans le rythme, la musique de la phrase. Ça m'évoque là les 15 dernières minutes que j'ai passées sur le plateau où on a lu... une des scènes de jalousie de Swann, et où avec les 3-4 lecteurs avec qui j'étais, il y avait une incroyable évidence dans la parole, une évidence rhétorique qui était tout d'un coup limpide, alors qu'a priori, quand on voit le texte pour la première fois, ça peut paraître comme ça pompeux. Voilà, ça m'évoque quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence de la pensée.
c'est tout. On peut peut-être parler un peu en quelques mots de ton parcours personnel. Donc aujourd'hui, tu es metteur en scène mais comédien également. La compagnie Astrophe, dont tu fais partie, c'est toi qui l'as créée, cette compagnie? Je fais partie, c'est-à-dire que oui, tu sais, aujourd'hui, pour être metteur en scène, il faut avoir une compagnie. Donc effectivement, mais on est un peu des chefs d'entreprise en fait. Hein. C'est un peu grossier ce que je dis, mais c'est la réalité. Donc voilà, moi j'ai voulu un moment dans ma vie, parce que j'étais pas satisfait du parcours de comédien que j'avais, j'ai voulu devenir metteur en scène. Il a fallu monter une structure, une association, prendre une licence d'entrepreneur du spectacle, et puis devenir ce qu'on appelle une compagnie. Il se trouve qu'à l'inverse de certains de mes confrères qui sont dans un collectif, qui sont 2 ou 3, 4 à partager la direction artistique, qui ont toujours un peu les mêmes familles d'acteurs, moi je suis assez solitaire. C'est-à-dire que je suis seul à la tête. Bon, il y a 2 ou 3 personnes avec moi qui travaillent à l'administration, qui ne sont pas dans la direction artistique, même si je les écoute beaucoup et je prends le temps de partager avec eux sur toutes les décisions à prendre. Mais je renouvelle énormément mes familles d'artistes. Donc compagnie, on ne peut pas vraiment dire qu'Astrophe soit l'exemple type de ce qu'on peut penser une compagnie. C'est une structure que je dirige et qui applique mes projets artistiques. Je l'assume, c'est assez lourd. Ça me permet aussi d'être libre. Si demain je veux arrêter, on peut arrêter, quoi. Voilà, il n'y a pas... Tu parles de lourdeur, mais bon, tu dois admettre aussi que tu es quelqu'un qui a toujours... Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai quand je lis ta page Facebook, 10 000 projets en cours. Donc, évidemment, ça ne peut être que lourd, parce que tu es toujours en train de proposer quelque chose sur le plan artistique. Alors, évidemment... Un peu trop, hein. Je ne pas dire trop, mais beaucoup. Ouais, pas mal. Non, c'est bien, justement, de faire vivre la culture sur le plan régional. C'est vrai que ça nous manque un peu. Parfois, c'est un peu trop. Alors, un autre événement dont on a pas mal parlé il y a 2 ans, j'ai pas eu la chance de voir cette pièce, je l'aurais bien aimé parce que j'en ai vu une petite trentaine de minutes peut-être sur Internet, ce fameux Don Juan. Ouais. Ça, j'aimerais bien que tu m'en parles un petit peu. On en regarde un petit extrait et on en parle juste après. Plaisir. J'admire ma simplicité et la faiblesse de mon cœur à douter d'une trahison que tant d'apparences me confirmaient. J'ai été assez bonne. Madame, voici Sganarelle, qui sait pourquoi je suis parti. J'avons pas plutôt eu gagé que j'avons vu les 2 hommes tout à plein qui nous faisaient signe de les aller quérir et puis moi de tirer auparavant les enjeux. Bon ben allons Lucas, c'est fait. Tu vois bien qu'ils nous appelons là, allons vite à le secours. Non, je m'attifais, mais pourquoi non, tiens, moi, non, m'en fais pas. Ah mon cœur. Ah j'en avais jamais vu s'habiller. Mais que d'histoire et d'Angigornio Bouton. Ces messieurs-là, les courtisans. Angigornio, c'est ce que ça veut dire? Allez, moi non plus, pas bien. Une personne comme vous serait la femme d'un simple paysan? Non. C'est profaner tant de beauté et vous n'êtes pas né pour demeurer à Didendorf. Oh, Gabi, Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit. Je peux pas dormir, je fais des conneries. Oh, Gabi, Gabi, tu veux que je te chante la mer? Le long des golfs. Un, 2, 3, soleil. Don Juan, alors créé par la compagnie, c'était... Oui, c'est la création de 2010 de la compagnie. C'est un vieux projet, c'est un projet qui a pris corps en 2007, figure-toi, tu vois. Donc au cours d'un stage, j'étais élève mise en scène au Conservatoire de Paris et j'ai fait un stage avec un grand metteur en scène qui s'appelle Jean-Pierre Vincent qui avait proposé Don Juan. Et j'avais proposé à l'issue de ce stage une petite maquette avec 6 comédiens qui étaient aussi membres du stage. J'ai beaucoup aimé ce travail. C'était déjà très proche de ce que on voit là, sauf qu'il n'y avait pas si tu as montré les extraits, évidemment, il n'y avait pas tout ce public. C'est-à-dire une parole qui était une parole très adressée, l'idée de prendre le public comme témoin, voilà, qui me paraissait tout à fait indiquée pour cette pièce. Et puis j'avais dans l'idée de me dire, bon ben un jour, si je trouve l'opportunité, l'argent, on en fera une production. J'ai eu cette opportunité en 2010, grâce notamment à l'Opéra Théâtre de Metz,
et je l'ai créé là-bas. Et puis ça a marché, ça a bien marché, et on tourne cette pièce maintenant depuis 2010 en fait. Les extraits qu'on vient de voir. Elle tourne toujours? Elle tourne toujours, absolument. Les extraits qu'on vient de voir datent de 2012, je crois. C'était à Diddendorf? Diddendorf, oui. Et ça a joué la saison dernière, et ça rejoue cette saison, ici d'ailleurs. Et l'actualité, la vraie actualité, c'est qu'avec la même équipe, donc les gens que nous avons vu cette vidéo, quasiment, je monte Tartuffe cette année. Donc je vais travailler en diptyque, un dispositif scénique identique à celui qu'on vient de voir, Tartuffe, avec les mêmes acteurs. Alors ça, je suis content que tu en parles parce que je voulais te poser la question justement. À mon avis, ça va être un autre événement. Don Juan, je trouve les comédiens merveilleux et la mise en scène est vraiment pleine de fantaisie, d'inventivité. Je trouve que c'est vraiment un boulot extraordinaire. Je ne suis pas en train de te passer le savon. C'est vraiment ce que je pense. Je pense au début à l'introduction, enfin si je peux appeler ça une introduction, cette personne dans le public avec sa guitare qui invite en chantant, oui, Sganarelle, qui ne sait pas jouer de la guitare. Qui ne sait pas jouer, non seulement qui ne sait pas jouer de guitare, qui ne chante pas très bien non plus. Non, qui ne sait pas chanter, qui ne sait pas jouer. Mais qui invite le spectateur à couper son portable au son de la guitare. Je trouve ça absolument génial. Alors vraiment, ça c'est la bonne nouvelle du jour. Le fait que cette pièce tourne encore, vraiment si ça passe dans votre ville, dans votre région, n'hésitez pas. J'espère en tout cas moi avoir l'occasion de la revoir. À Metz le, je sais pas, peut-être 14 ou 15 mai. Ah bah écoute, le rendez-vous est pris d'ores et déjà. Je vais surveiller ta page Facebook. Et donc en 2014 également, Tartuffe. Voilà. C'est déjà ici à Metz, à l'occasion de la création de Tartuffe, nous reprenons Don Juan dès le lendemain de la dernière représentation de Tartuffe. Parce qu'on jouera les pièces en diptyque, en fait. Excellente nouvelle, on va se revoir très très bientôt. Mais écoute, on va bientôt retourner à la lecture. On va juste peut-être, c'est un peu commun, mais on va terminer peut-être par une question d'un célèbre questionnaire rendu célèbre par une autre célébrité. Le fameux questionnaire de Proust, qui d'ailleurs n'a pas été écrit par Proust. Beaucoup de personnes pensent que Proust l'a écrit. Non, Proust y a répondu une première fois vers l'âge de 13 ans. C'était un questionnaire très très en vogue à une époque chez les petites filles. Et Proust, vers l'âge de 13 ans, avait fait ce questionnaire dans le journal d'une amie, et puis il l'a refait une seconde fois vers l'âge de 20 ans. Et moi, j'ai sélectionné pour toi une question qui me semble être très, très en accord avec ton métier de comédien. Malheureusement, je suis en train de m'apercevoir que je n'ai pas surligné la bonne question. Donc, je suis un tout petit peu dans la mouise. Ah voilà, ça y est. Ce que je voudrais être, alors pour quelqu'un qui incarne régulièrement des personnages différents, qu'est-ce que toi tu aimerais être? Si tu avais dû être quelqu'un d'autre? Et ensuite, je te donnerai les réponses de Proust. Ah, si j'avais voulu être quelqu'un d'autre? Voilà, que toi-même, que Jean de Pange. Qui aurais-tu voulu être? Artiste, homme politique? Un médecin, je crois. Un médecin? Joli. Ouais, Il y a eu des médecins chez les De Pange, non? Non, il n'y a pas eu de médecin? Non, jamais. Je suis difficile, enfin, oui, il y a des... Puis d'abord, j'aurais envie de dire... J'aurais envie d'être une belle personne, une plus belle personne que je ne le suis. Mais ça, c'est bon, après, ça, c'est peut-être une pirouette un peu facile. Mais si on parle de profession, en tout cas de vocation, tellement plus beau et plus noble que la médecine, j'ai l'impression. Et j'entretiens une certaine fascination pour les médecins, pour tout le corps médical. Je trouve que passer ces journées à confronter au corps malade, et en plus avec, quand même, il y a un truc toujours qui me fascine, c'est que nous, patients, on passe un peu notre temps à critiquer les médecins. C'est vrai. Et ça me paraît toujours assez invraisemblable. Ils sont jamais assez bons, ils sont toujours... les pauvres en plus sont pas vraiment reconnus et pas vraiment salués au mérite qu'ils ont. C'est une vie incroyable de consacrer au corps malade des autres. Ça vraiment, ça me fascine. Alors je retiens cette réponse, être une belle personne. Et tu vas voir que tu es assez en accord avec ce qu'a dit Proust à l'âge de 20 ans. Ce qu'il a dit à l'âge de 13 ans, c'était assez moyen. Il avait répondu à l'époque qu'il aurait voulu être Pline le Jeune. Bon, c'était à chacun ses héros, j'ai envie de dire, pourquoi pas Pline le Jeune. Et plus tard, donc vers l'âge de 20 ans, il avait répondu « J'aimerais être moi, mais comme les gens que j'admire me voudraient. » Je trouve ça très joli. Ah oui, c'est quand même...
nettement plus fin que ce que j'ai pu répondre. Enfin, c'est Marcel Proust. Merci Jean. Merci À Julien, bientôt. merci beaucoup, à bientôt. Ah bah c'était très agréable. Comme elle prenait toujours, quand elle parlait à Swann, de mon oncle, des airs poétiques, disant... Ah, lui, ce n'est pas comme toi. C'est une si belle chose, si grande, si jolie, que son amitié pour toi. Madame de Cambremer, en femme qui a reçu une forte éducation musicale, battant la mesure avec sa tête transformée en balancier de métronome, dont l'amplitude et la rapidité d'oscillation d'une épaule à l'autre étaient devenues telles, avec cette espèce d'égarement et d'abandon du regard, qu'ont les douleurs qui ne se connaissent plus ni ne cherchent à se maîtriser et disent « Que voulez-vous » Ce n'est pas qu'elle ne fût par nature courtaude, remasse et boulotte, mais les camouflets l'avaient redressée comme ces arbres qui, nés dans une mauvaise position au bord d'un précipice, sont forcés de croître en arrière pour garder leur équilibre.